Je profite d'être posée ici pour papoter un petit peu avec vous. Alors c'est ici que je promène mon chien. Habituellement il y a des vaches dans ce pré. Et comme là elles sont rentrées à la ferme, j'en profite pour le lâcher. Comme ça tout est clôturé, il y a juste un petit accès et que tu vois derrière moi. D'ailleurs je filme là, comme ça si jamais il décide de sortir, je le verrai. Je voulais te parler d'un petit truc que j'applique énormément dans mon quotidien et qui me change beaucoup la vie. C'est l'art de rendre le désagréable agréable. Alors, je vais te donner ma petite astuce à moi. Moi, depuis toujours, il y a une chose qui m'horripile, c'est le ménage. Je trouve ça insupportable de faire du ménage. Ah bon? Pourtant, meuf, t'as un compte Instagram de ménage, tu te filmes en train de faire le ménage sur YouTube, on croyait que t'aimais ça. Je déteste ça. Mais quand je te dis que je déteste, c'est à un point, mais t'as même pas idée à quel point je déteste faire le ménage. Parce que je déteste perdre mon temps de manière générale dans la vie. Et pour moi, il n'y a pas plus grosse perte de temps que le ménage. Le repas vient en deuxième position, mais comme j'aime manger, ça compense que le ménage, tu le fais. En plus, quand t'as un enfant, toi-même, tu sais, c'est tes parents. Voilà, quoi. Non, viens ici. On bosse sur le rappel depuis qu'on l'a adopté, mais c'est pas encore gagné. Alors, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Mais là, j'en étais sûre, il est en train de faire un trou. Ce chien, il a une passion pour creuser. Et quand il commence, par contre, tu peux plus l'arrêter. Voilà. Nous, on est là. Reste ici. Va jouer. Ok, on est de retour. Bah oui, mais t'écoutes pas. Va jouer. Et t'as assez de place, là. Hein. Ah oui. Donc, rendre le désagréable agréable. Alors, comment je procède? Je vais te prendre l'exemple du ménage, tout simplement. Je me filme, aussi simple que ça. On a une répartition ménage avec mon mec. Et typiquement, ce matin, hier, il avait une journée très chargée, etc. Et il n'a pas rangé la cuisine. Et la cuisine était dans un état, une cuisine, quand tu la ranges pas pendant une journée et que le lave-vaisselle est rempli. Voilà. Je pense que tu as l'image. Et en fait, moi, ça me saoule. Parce qu'en fait, c'est pas ma pièce, j'ai pas à la faire. Ouais, mais je reçois des copines aujourd'hui qui viennent. Alors, faut quand même que je la nettoie. Et avant, franchement, j'aurais tellement pesté. Je l'aurais nettoyé parce que pas le choix, mais je l'aurais fait. Mais en traitant mon mec de plein de noms, j'aurais été vénère, mais dans une humeur massacrante. J'aurais certainement envoyé une photo avec un texte. On avait fait une répartition. Voilà. Bref. Mais en fait, maintenant, ça n'arrive jamais, hein. Mon mec, c'est que tu commences à connaître, lui dans la répartition des tâches ménagères, le mec il gère quoi. Il est pas bordélique, il est donc c'est très très rare. Et en fait, ce matin, quand j'ai vu qu'il était parti, qu'il avait pas eu le temps de ranger, je me suis dit cool, parce qu'en fait, je filme jamais la cuisine sale vu que c'est jamais moi qui la nettoie, sauf quand c'est moi qui fais un truc dedans. Bref, et encore. Donc là, j'en ai profité pour faire une petite vidéo, d'ailleurs, que je vais te mettre là pour Instagram. Je publie tous les jours des vidéos motivation sur Instagram. Et en fait, voilà, ça va être le côté, quand je fais mes resets ménage, quand je fais tout ce genre de vidéos, moi, c'est vraiment le côté cool, je crée du contenu. Je pense être une fille très créative, même si pendant une vingtaine d'années, j'ai pensé le contraire, mais j'ai écrit 2 romans, j'adore faire du montage, donc oui, en effet, je suis créative. Et là, en fait, quand je fais le ménage, je crée de la matière pour la suite qui me plaît. Et en plus, c'est vachement bonificateur comme manière de voir les choses parce que comme je me filme, je veux que la vidéo soit la plus satisfaisante possible, donc je vais aller vite pour ranger, histoire que le côté accéléré soit encore plus tripant, ce qui fait que ça ne va pas durer longtemps, contrairement à quand tu traînes le pied quand tu fais le ménage. Et en plus, moi, après, je vais kiffer faire un montage vidéo. Donc, tu vois, c'est
l'art de rendre le désagréable agréable. J'ai réussi à coupler une activité que je déteste à une activité que j'adore. Et je crois que c'était dans ma dernière vidéo YouTube que je vous donnais déjà cet exemple de tu veux faire du sport, achète-toi une tenue qui déchire. Oui, j'en avais déjà parlé, ça me revient dans ma dernière vidéo YouTube, mais c'est vraiment comme ça qu'on a toujours vu les choses avec mon mec dans la rénovation, quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on a toujours vu tout ça. Donc voilà. Allez, moi je vais me remettre en route parce que j'ai une copine qui vient prendre le café et si on est encore en promenade, il y aura personne quand elle va sonner. Donc on y va. Alors, je vais faire quelque chose que je veux faire depuis des semaines. Ça fait des semaines que je veux commander des livres pour l'école, mais pas n'importe quel type de livre. Ce sont des livres pour apprendre à lire. Alors, je suis professeure des écoles, j'ai 4 niveaux, des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections et des CP dans ma classe. Donc les 4 niveaux-là dans ma classe. Et j'ai une manière de travailler qui n'est pas forcément académique. Je travaille dans le public et je ne fais pas forcément ce que les programmes de l'éducation nationale me demandent de faire. Et c'est pas, je sais pas si je devrais le dire d'ailleurs, mais bon, les parents qui sont dans ma classe le savent. En fait, je suis pas d'accord avec les programmes. Genre, je suis qui pour pas être d'accord. Les programmes de français, je suis en désaccord complet avec ce qu'on nous demande de faire. Et c'est très simple, je me base sur les travaux en neurosciences. Et ça m'intéresse énormément, je lis beaucoup d'études dessus, je suis très à jour dans les recherches et donc j'applique dans ma classe ce que les travaux en neurosciences nous apprennent et ce que énormément de pays appliquent également. On a une étude là dernièrement qui est sortie suite aux résultats des évaluations nationales. Un enfant sur 3 au CM2 ne sait pas lire un mot correctement. Un enfant sur 3 au CM2. Enfin, je trouve ce résultat catastrophique, aberrant. Et donc, dans ma classe, il est vrai que là, avec mes 4 niveaux, là, si je fais le point, cette année, j'ai 6 CP. Bon, les 6 sont lecteurs. Déjà, j'ai 9 grandes sections. Donc là, au moment où je te parle, on est en décembre, début décembre. Sur mes 9 grandes sections, donc des enfants de 5 ans, je pense que j'ai 75% qui est lecteur, et quand je te dis lecteur, c'est qu'ils prennent un livre et savent le lire de manière assez fluide pour certains. Et là, tu vois, au moment où je te parle, on est jeudi, et pas plus tard que mardi, j'ai une élève de moyenne section qui a su lire mardi. Alors ça se fait pas tout seul, il y a des étapes, mais en fait, je me rends compte que c'est très 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 facile d'apprendre à lire grâce à une méthodologie qui finalement n'est pas du tout compliquée et même beaucoup plus simple que ce que je serais censée faire pour des résultats tellement plus impressionnants. Donc du coup, voilà, là ce que je voulais faire, c'était juste recommander le matériel que j'ai déjà en classe, les livres de lecture sur lesquels mes élèves apprennent à lire. Je voulais juste en commander pour qu'ils puissent les... Il a croqué avec son petit Winnie l'ourson. Je voulais recommander des exemplaires pour que mes élèves puissent les emprunter et les lire à la maison, parce qu'ils m'empruntent souvent les exemplaires de la classe pour me les rapporter le lendemain. Donc je trouve pas ça pérenne. Je trouve que ce serait bien qu'on ait vraiment le stock en double et que ils se sentent pas obligés de le rapporter le lendemain matin. Donc c'est ce que je vais faire, et puis je vais vous montrer après qu'est-ce que j'utilise. Donc je vais faire une commande à mon libraire. Et toi, t'as envie de jouer? On va jouer. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la manière que j'ai en tant que professeur d'apprendre à lire à mes élèves, laisse-moi un commentaire et je pourrais faire toute une vidéo YouTube sur le thème, parce que moi, quand je commence à parler de la lecture, je ne m'arrête plus. Ça me passionne tellement. Bon, je vais jouer et après je vais commander, parce que là, cet enfant, ce chien-là, il a besoin de jouer.
Bon, j'ai toutes ces branches de sapin et j'aimerais bien créer une guirlande en sapin pour la suspendre là, au niveau de la poutre. Alors c'est une première que j'ai jamais fait. Je vais essayer de suivre mon instinct et de le faire sans do it yourself. Normalement ça me réussit jamais, mais j'ai confiance en moi. Ou, seconde option, j'ai la flemme de chercher un tuto. À toi de te faire ton avis. Bon, j'ai fait ça. Je sais pas trop ce que... Ça ressemble pas à une couronne? Je sais pas. On va voir. Ah, c'est bon. Je vais décorer toute ma maison alors que mon mec va tout bâcher vendredi pour poncer. Logique 0, plaisir 100. On pensera aux conséquences plus tard. Alors c'est dans mon lit que je vais terminer cette vidéo et il y a une bonne raison à cela. Je voulais te parler de la zone de confort. Est-ce que tu connais? En fait, la zone de confort, c'est un état psychologique où on se sent en sécurité, à l'aise, parce que nous sommes dans nos habitudes qu'on maîtrise parfaitement. Par exemple, si tu prends toujours la même route pour aller au travail, c'est parce que ton cerveau sait qu'il n'y a aucun risque, c'est simple, prévisible. C'est d'ailleurs pour ça que parfois tu te rends compte que ah mais mince, je conduis depuis 3 minutes, je m'en suis même pas rendu compte. Donc scientifiquement, la zone de confort, c'est lié à la structure du cerveau qui cherche à économiser de l'énergie en évitant tout ce qui pourrait être perçu comme une menace ou une source de stress. Ce qui est en soi une très bonne chose. Mais parfois, cette zone peut devenir une sorte de bulle qui limite nos expériences. Et je vais te donner un exemple personnel. Je dis souvent que cette chaîne YouTube, c'est un petit peu c'est pas une vengeance, c'est pas une revanche, c'est pas du tout les mots. C'est plutôt un cadeau, voilà, un cadeau que j'offre à la moi adolescente qui, à l'époque, nous, c'était les Skyblogs. Je sais pas si tu as la référence ou si tu es trop jeune, mais je rêvais d'avoir un blog. Quand Instagram est sorti, je rêvais de faire un compte Instagram. Sauf qu'en fait, j'osais pas. J'avais tellement peur du regard des autres. Et bien, avec ce compte, ce compte Instagram, cette chaîne YouTube maintenant, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Ça a été très inconfortable. Typiquement, il y a 1 an, jour pour jour, je ne faisais pas de story où je me montrais. Et quand j'ai commencé à en faire, mais alors je me pimpais, je mettais des filtres, mais parce que... Et c'était tellement dur. Mais le sentiment que je ressentais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes après avoir publié ma story, mais était monstrueux. Alors, pourquoi je le faisais quand même? Bien, avant de te répondre à pourquoi je le faisais quand même, je vais juste te dire comment je le ressens maintenant. Enfin, je vais pas te le dire, tu vas l'observer. Meuf, je te parle, je suis dans mon lit, avec mes lunettes qui me vont pas, qui sont pas assez serrées. Je suis démaquillée, je suis en pyjama, je suis pas coiffée. Et je me montre et je m'en fiche complètement, mais parce qu'en fait, je suis moi. Et j'ai appris à m'accepter. Et ça, j'ai réussi parce que je suis sortie de ma zone de confort. En fait, chaque fois que je me montrais en story, c'était de moins en moins inconfortable. Je dis pas que ça est devenu confortable rapidement. Je pense qu'il m'a fallu au moins 6-8 mois pour que ça devienne confortable. Attention, hein. Mais la répétition de cette action m'a aidée. En revanche, mais alors vraiment là où je veux attirer ton attention en espèce de trigger alert, c'est que sortir de sa zone de confort, ça doit pas devenir une injonction. À une certaine période, il y a quelques mois, il fallait absolument sortir de sa zone de confort. Mais typiquement, si t'as une phobie sociale et que parler à une grande foule, ça te paraît insurmontable, ce sera pas forcément la bonne solution de te forcer. En fait, moi, pour savoir si c'est bon ou nocif, je me pose une question. Et je me demande toujours, ok, ça me fait peur. Mais pour quelle raison cette action me fait peur? Ou plutôt, je vais être plus claire, ça me fait peur, mais est-ce qu'au fond de moi, est-ce qu'au fond de mes tripes, j'ai réellement envie de le faire?
Est-ce que vraiment ça me... Là encore, je parlais des créneaux la dernière fois. Dès que je vois une place en créneau, je la fais. Mais évidemment qu'au début, ça me faisait peur. J'avais peur du ridicule, j'avais peur qu'il y ait une voiture derrière qui vienne et qui klaxonne. Enfin bref, je pense que tous ces exemples te parlent, peut-être. Et par contre, au fond de moi, je me disais, non, j'ai peur, mais je veux réussir parce que j'ai envie de retrouver cette indépendance de pouvoir me garer où je veux. Enfin, moi, ça me rendait folle de me dire que parfois, je me garais 5 minutes plus loin juste pour être sur un parking en bataille ou en épi parce que j'avais peur d'essayer de faire un créneau. Je dis même pas que j'avais peur de rater le créneau puisque je ne l'essayais même pas. Et moi, c'est comme ça que je sais, YouTube, ça me terrorisait au départ de créer une vidéo YouTube. Instagram, c'est pareil. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'au fond de moi, je sentais que j'en mourrais d'envie. Vraiment. Par contre, demain, aller à Strasbourg au marché de Noël, ça serait sortir de ma zone de confort. Mais est-ce que pour autant je vais le faire? Bah non. Parce que je me dis que moi j'ai quand même un problème. Alors attention, c'est pas du tout une phobie sociale ce que j'ai. Hein. Pas du tout. Je veux pas du tout. Parce que c'est un sujet trop sérieux pour que je puisse me caractériser comme ça. C'est juste que quand il y a des gens, ça va avoir tendance à m'angoisser assez facilement. Et je me dis, meuf, il y a la route, il y a le fait de se garer, il y a le monde. Est-ce que t'es sûr que le fait de te confronter à des personnes, c'est le meilleur moment d'aller à un marché de Noël qui est un des plus visités en France? Ah, peut-être pas. Donc tu vois, je vais peut-être plutôt choisir celui de Colmar ou des petits trucs. Mais en tout cas, voilà. Je pense que moi, j'ai jamais... Alors, c'est assez controversé ce que je vais te dire. Donc, je vais essayer d'être claire. Il y a quelques années, enfin 1 ou 2 années, on parlait énormément de devenir la meilleure version de soi-même, etc. C'est une notion avec laquelle j'ai jamais été d'accord et en même temps, je n'ai jamais été en désaccord avec cette notion. Parce que pour moi, c'est cool de tout faire pour devenir la meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est génial. Par contre, il faut, à mon sens, ne pas oublier que c'est comme les deux faces d'une pièce. Pour qu'une pièce existe, il lui faut un côté pile, il lui faut un côté face. Alors il y a un côté, moi perso, que je préfère. Je préfère le côté où on a la représentation de Marianne, entre autres quand ça concerne ça. Mais pour que je puisse aimer ce côté, il faut que l'autre existe, sinon c'est pas une pièce. Et donc moi j'aime bien l'idée d'être la meilleure version de moi-même en acceptant le fait que pour être la meilleure version de moi-même, il me faut des jours, pas des jours down, parce que pour moi il n'y a pas des jours down, mais il y a des jours de reconnexion, ou plutôt de batterie. Tu sais, ton téléphone, il est toujours hyper efficace, mais quand il est branché, tu peux pas l'utiliser. Et ben moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas parce qu'il y a des jours où t'es moins bien que d'autres que... Enfin, ce culte à la meilleure version de moi-même, pour moi, à un moment, il était un petit peu nocif. Parce que je sais que si je mets des choses en place dans ma vie, je vais plus du tout être la même personne. Typiquement, le yoga, la méditation, la marche, la gratitude, la cohérence cardiaque. Je sais pertinemment que si je mets ces actions en place, j'ai une vie qui est vachement plus épanouie. Et ça prend du temps. Et parfois c'est chiant. Et on n'a pas le temps. Quand on vit à Bali et que notre boulot c'est que de faire ça, oui, on a le temps. Et attention, c'est pas une critique parce que c'est peut-être juste de la jalousie, hein, parce que franchement, je kifferais avoir une vie où mon seul taf, c'est d'apprendre à prendre soin de moi. Mais concrètement, dans ma vie quotidienne, parfois j'ai pas le temps de faire tout ça. Même si je le voudrais, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place. En revanche, maintenant, avec les années, j'ai développé ce que j'appelle des kits SOS. Je connais tellement bien mon corps, ou du moins je pense le connaître suffisamment, pour savoir que quand je sens qu'une grosse période de stress arrive, là typiquement en ce moment, j'ai pas d'ATSEM, pas tous les jours en classe, j'ai pas tous les jours d'ATSEM, on est en décembre, c'est une période un peu compliquée. Eh ben, ok, la situation est comme ça, je vais pas m'en plaindre parce que elle est comme ça, point barre. Et là par contre, j'ai sorti mon kit SOS. Mon kit SOS, c'est que lorsque je sais qu'une situation peut potentiellement devenir challengeante, et ben là, je vais mettre en place ma petite valisette avec ce qui fonctionne. La cohérence cardiaque, le sport, faire des petites choses qui me font du bien, parce que je sais que ça va m'apporter. Donc voilà, je suis
beaucoup plus sereine par rapport à cette course à la meilleure version de moi-même, parce que justement c'est plus une course, c'est plus des journées où je culpabilise à me dire oh là là mince, j'ai pas fait mon yoga ce matin, oh là là mince, j'ai pas fait la méditation, du coup j'ai passé une mauvaise journée. Enfin à un moment moi j'en étais vraiment arrivée à ça, à ce côté développement personnel toxique. Et maintenant je vais vraiment dans ma tête comme des petites valisettes. J'ai ma petite valisette quand je prends la route et que je me dis que potentiellement, même si j'aime pas me dire ça, mais en fonction des trajets, je sais qu'il y a des trajets qui sont plus à risque de crise d'angoisse. Bah, je vais mettre des choses en place qui font que ça va bien se passer. Comme par exemple de la visualisation. Je vais me visualiser en train de faire le trajet, où tout va bien se passer, où je vais être heureuse. Et puis, bah, bien souvent, ça marche mieux. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui m'aident tellement au quotidien. Et en fait, le fait d'avoir appris à me dire, j'ai pas besoin de le faire tous les jours, j'ai pas besoin de boire mon jus vert tous les jours, j'ai pas besoin de faire mes 30 minutes de yoga tous les jours, j'ai pas besoin de... Par contre, réussir à repérer les moments opportuns où là j'ai besoin de le faire. Et là je vais le faire sérieusement. Et ça va être durer que 3 jours. Par contre, c'est peut-être les 3 jours là qui vont être capitaux. Une nouvelle fois pour terminer, par rapport au regard de soi. Depuis tout à l'heure, je te parle, je me vois dans le retour, je vois mon verre là avec l'écran, je vois mon double menton, je m'en fous tellement. Mais parce qu'en fait, je me vois moi. Je me dis pas que j'ai de la peine pour la nana de dire non, je me dis putain, t'en as fait du chemin meuf. Et si tu t'étais pas acharnée à vouloir sortir de ta zone de confort parce que tu savais intrinsèquement que c'était bon pour toi, bah tu serais pas là aujourd'hui. Et c'est sur ces quelques images que je vais te souhaiter une bonne fin de vidéo. J'espère que tu as aimé passer cette journée avec moi. En tout cas, j'ai adoré la filmer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.